Bienvenue dans la deuxième partie donc de cette interview de Laurent Notal, relativité, vacuité, fractale. Pour commencer, Laurent Notal, expliquez-nous d'abord ce que sont les fractales, puis parlez-nous de la fractalité. Alors, les fractales, c'est un concept qui a été formulé, disons, par Benoît Mandelbrot. Est-ce qu'on peut dire qu'il les a inventés? Pas vraiment, au sens où en fait, ce qu'il a fait, c'est de s'apercevoir qu'il y avait toute une tradition de description d'objets, de systèmes, d'ensembles mathématiques ou physiques ou biologiques qui en fait avait des propriétés communes et en 1975, je crois, 74-75, il a appelé ça fractal. Les fractales, ce sont initialement, disons, des objets, mais ça dépasse le concept d'objet, qui dépendent explicitement des échelles, qui sont structurées en échelles. C'est ça l'essence des fractales. Pour savoir si une courbe, une surface, un volume ou quelque chose est fractal, on ne peut pas le savoir simplement en le regardant à notre échelle. Parce qu'on peut se tromper, on peut avoir des objets qui sont extrêmement contournés, extrêmement structurés, et quand on fait un zoom dessus, on s'aperçoit que ça n'est pas fractal. Donc c'est ça la clé des fractales, il faut zoomer. On ne peut pas savoir si c'est fractal simplement à une échelle, il faut changer d'échelle. Et la fractalité se caractérisera par le fait qu'on voit des structures à une échelle donnée, on zoome, et il y a encore des structures. On rezoome, il y a encore des structures. On rezoome, encore des structures. Donc c'est vraiment structure dans les structures, dans les structures, dans les structures. Alors que quand ce n'est pas fractal, on peut avoir une courbe aussi compliquée qu'elle semble, et si on zoome dessus, on s'apercevra que ça se lisse. On rezoome, c'est encore plus lisse, on rezoome, ça va devenir linéaire. Ça veut dire en gros, une courbe peut être très compliquée, mais être différenciable, ou définir une pente dessus. Avec les fractales, on ne peut pas définir de pente. Chaque fois qu'on veut passer à une échelle où on espère pouvoir voir enfin comment ça se passe au niveau de la dérivée, au niveau de la pente, ben ça ne marche pas parce qu'on retrouve des structures où la pente a varié, et encore et encore et encore. Alors, il faut distinguer évidemment les fractales mathématiques ultimes, où cette structuration en échelle, les échelles successives sont sans limite, et les fractales, disons, dans la plupart des cas dans la nature, qui sont structurées en échelles sur une certaine gamme d'échelles, qui peuvent être très très vastes. Mais a priori, il y a une échelle minimale et une échelle maximale. Très souvent, les objets fractales sont de cette nature. Des échelles successives sans limite. Donc qu'est-ce que ça veut dire précisément? Eh bien, par exemple, actuellement, si on regarde l'échelle caractéristique à laquelle nous sommes, nous, c'est autour du mètre. Maintenant, avec nos yeux, on est capable de voir le millimètre, peut-être un petit peu en dessous. Si je veux avoir accès à une échelle qui est par exemple le micron, le millième de millimètre, je vais utiliser un instrument, je vais utiliser un microscope. Mais donc je peux regarder quelque chose en face de moi, et puis commencer à le regarder avec une loupe. Donc je verrai peut-être le dixième de millimètre, puis avec un microscope, je verrai le centième, le millième de millimètre. Ensuite, on ne peut pas aller plus loin avec la lumière ordinaire, parce que justement, la longueur d'onde caractéristique de la lumière est de l'ordre de grandeur du micron. C'est une fraction de micron entre 0,4 et 0,8. Donc on est obligé, si on veut aller plus loin, d'utiliser par exemple des rayons X, dont les longueurs d'onde sont plus courtes. Et puis on va utiliser des microscopes à effet tunnel qui permettent de voir les atomes. Là, on n'est plus à l'échelle du millième de mètre, le millième de millimètre, le micron, on est à l'échelle appelée nano, les nanomètres, le milliardième de mètre. Les atomes, la taille caractéristique des atomes, c'est un dixième de nanomètre, c'est ce qu'on appelle l'angstrom. Eh bien, aujourd'hui, on est capable de voir, entre guillemets, les atomes. Plus loin, c'est plus difficile. Mais il commence à y avoir des photos de ce qui se passe déjà à l'intérieur des atomes. Et si on veut aller plus loin, là, il faut utiliser des collisionneurs de particules. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, si on regarde bien de quoi il s'agissait, en réalité, quand on dit qu'on regarde quelque chose avec la lumière, donc une loupe, un microscope ou nos yeux, eh bien, on a collisionné l'objet qu'on veut voir avec des particules qui sont les photons. Le photon a rebondi, entre guillemets, sur l'objet. Plus précisément, le photon a été absorbé par un atome de l'objet qui a renvoyé un autre photon. Et c'est ça qu'on appelle voir. Mais à la base, c'est bien le fait que la lumière a bombardé l'objet et qu'il y a quelque chose qui est sorti.
Alors, on peut faire ça avec la lumière, puis avec des rayons X, et puis avec justement d'autres systèmes d'interaction, mais il faut toujours un système d'interaction pour voir quelque chose. Quand on arrive à l'échelle des atomes et qu'on va aller en dessous, on est obligé d'utiliser des objets qui servent à l'interaction encore plus énergétiques. Et bien là, c'est des particules accélérées, tout simplement. C'est-à-dire on a utilisé des photons visibles, puis des photons justement de longueur d'onde beaucoup plus courte, etc., etc. Et puis à un moment donné, non, il faut carrément bombarder avec des électrons, avec des neutrinos. Récemment, il y a une expérience qui a été faite, on a mesuré le rayon du proton avec des neutrinos. C'est complètement extraordinaire. Sachant que les neutrinos sont des particules complètement évanescentes, complètement qui n'interagissent qu'à travers l'interaction faible. Par exemple, si la Terre est bombardée de neutrinos en permanence, ben ces neutrinos, la plupart d'entre eux, ils traversent la Terre sans la voir. Et bien là, on a utilisé, il y a des physiciens des particules là, qui ont mesuré le rayon du proton en le bombardant avec des neutrinos. Je trouve ça extraordinaire. Mais enfin, tout ça, c'est toujours la même histoire. Hein. Il faut envoyer une particule d'interaction pour pouvoir mesurer la taille, les caractéristiques d'un objet donné. Eh bien, là, on est en pleine fractalité, justement, au sens où je vais passer de l'échelle, bon là on est arrivé à l'angstrom, milliardième de mètre, et puis on peut encore aller 1000 fois plus petit, puis encore 1000 fois plus petit, puis 1000 fois plus petit. On verra l'atome, puis après on verra le noyau de l'atome. Dans l'atome, dans le noyau, on verra les protons et les neutrons. À l'intérieur des protons et des neutrons, qu'on appelle les nucléons, eh bien, on verra les quarks. Et à chaque fois, eh bien, les particules qu'on envoie vont être déviées. La preuve qu'il y a bien des quarks, c'est qu'on va avoir des déviations à l'intérieur, etc., etc. Actuellement, je pense qu'on a atteint, alors en énergie, c'est autour de 10 téraélectronvolts. Il faudrait refaire le calcul au niveau des échelles de longueur correspondantes, mais on est vraiment, la taille caractéristique de la longueur de Compton de l'électron, par exemple, c'est autour du mégaélectronvolt. Et ça, on est au niveau du centième de la taille d'un atome, le mégaélectronvolt. Maintenant, on est à 10 téraélectronvolts, un facteur 10 millions plus petit. Eh bien, à chaque fois qu'on change d'échelle, disons, on divise par 10 et par 10 et par 10, on voit des choses nouvelles. Vous voyez, on voit toujours des structures, mais des structures différentes. Donc c'est ça l'essence de la fractalité. Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de gens ont eu tendance à identifier les fractales à la self-similarité, ou l'autosimilarité, ou l'auto-homothétie. L'auto-homothétie ou la self-similarité, c'est le cas des fractales où quand on change d'échelle, on revoit la même structure. Mais c'est un cas extrêmement particulier en réalité. Dans la nature, on voit des structures et des structures et des structures, mais elles sont différentes. Hein, le noyau d'un atome n'est pas un petit atome. Là, une molécule n'est pas un gros atome, etc., etc. C'est toujours différent. Donc des structures différentes, vous dites, mais il peut y avoir des propriétés communes hein, malgré ces structures différentes, c'est ça? Alors, c'est ça le point essentiel. C'est ça le point essentiel, et pour ça, on peut, et c'est bien ce que j'ai fait dans la théorie de la relativité des échelles, s'inspirer de ce qui s'est passé au niveau de la relativité de la position. On est déjà tombé sur ce problème en physique. C'est la question de savoir ce qui se passe ici, et puis de décrire ce qui se passe un peu plus loin. Donc on pourrait se dire, ici, les choses sont comme ça, si je vais un peu plus loin, ce sera pareil. C'est un peu la même situation. Ou bien il n'y aura rien, ou bien il y aura quelque chose, mais différent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, initialement, les gens pensaient qu'il n'y avait rien. C'est le système pré-copernicien. Ils pensaient qu'il existait une sphère des fixes, au-delà de la Lune, il y a une sphère des fixes, puis au-delà, il n'y avait rien. Voilà le système. Donc ça simplifie les choses, il n'y a rien à en dire. Évidemment, c'était faux. Copernic, et puis Giordano Bruno, et puis Galilée ont fini par comprendre qu'en réalité, l'univers n'a ni centre ni bord et qu'on peut toujours se déplacer plus loin. Alors on se déplace un peu plus loin, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, Giordano Bruno comprend que les étoiles sont des soleils lointains. Donc on revoit des soleils. Alors est-ce que c'est exactement pareil? Oui et non. Certaines étoiles sont pareilles que notre Soleil, qu'on appelle étoiles de type solaire, et certaines sont complètement différentes. Ah tiens, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elles sont différentes? On va un peu plus loin, on s'aperçoit qu'on a un système de 100 milliards d'étoiles qui forment ce qu'on appelle notre galaxie. Donc voilà, on est à une échelle, cette fois,
L'échelle de la distance aux étoiles, c'est le parsec, à peu près 3 années-lumière. Et l'échelle caractéristique d'une galaxie, c'est 10 kiloparsecs, 10 000 fois la distance entre les étoiles. Alors, on voit ça jusque dans les années 1920, les gens pensaient que c'était l'univers. L'univers était un univers formé d'étoiles, puis éventuellement, comme les gens s'en doutaient un petit peu peut-être, cet univers s'arrêtait, ça recommençait en fait. Il y avait cet univers d'étoiles, puis derrière, plus rien. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait des nébuleuses, qu'on croyait être des nébuleuses à l'intérieur de notre galaxie, qui étaient des nébuleuses extragalactiques, qui étaient en fait d'autres galaxies. Et là, on est à des échelles, cette fois, de 100 kiloparsecs, de 1 mégaparsec, 1 million de parsecs, encore plus loin. Et on s'est aperçu qu'en réalité, on avait d'autres galaxies, plein de galaxies différentes, des galaxies qui ressemblent à nôtres, des galaxies qui sont différentes, des amas de galaxies, des groupes, d'abord des paires, puis des groupes, des satellites autour des galaxies. Sur tous ces sujets-là, ce sont les sujets sur lesquels je travaille. J'ai fait récemment un catalogue de paires de galaxies pour étudier leur dynamique, et je suis en train de travailler sur un catalogue de satellites de galaxies isolées géantes, qui sont organisées comme des planètes. C'est comme une étoile et des planètes autour. Là, on a cette galaxie géante et ces espèces de planètes galactiques autour, mais l'échelle, elle est 1000 milliards de fois plus grande que l'échelle des systèmes planétaires. Et alors que et on touche la réponse à la question c'est les mêmes lois. Donc le point essentiel est le suivant, on va essayer de comprendre, et on y arrive, cette diversité de ce qu'on rencontre en changeant de position, et aussi de mouvement et d'orientation. Donc, les trois états, les trois grandeurs qui caractérisent l'état du système de coordonnées, dans la théorie de relativité de Galilée puis d'Einstein, c'est la position, l'orientation et les mouvements. Et la grande question de la physique, c'est qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qui va se passer quand on change de position, quand on change d'orientation et quand on change de mouvement, c'est-à-dire quand on fait changer la vitesse et l'accélération. Et, eh bien, on pourrait se dire, eh bien, je suis à une certaine position, je vois ce que je viens de décrire, je vais un petit peu plus loin, je vois autre chose. Alors, est-ce que ça veut dire que les lois sont complètement différentes? Non, la grande idée, c'est de dire, ce sont les mêmes lois, mais ces mêmes lois s'expriment dans des systèmes de coordonnées différents. Ça, c'est l'essence de la relativité. Des lois uniques et des manifestations de lois différentes parce que les conditions ont changé. Ce qui est différent de penser que c'est des lois différentes. Vous voyez, voilà l'idée. Eh bien, c'est cette grande idée d'avoir des lois uniques, universelles, appliquées dans des conditions différentes, que j'ai appliquées dans le cadre de la 4e grandeur caractérisant l'état du système de coordonnées, qui est l'échelle. Pour faire une mesure, on est obligé de caractériser la position relative, l'orientation relative, le mouvement relatif et la résolution relative avec laquelle je fais ma mesure. C'est une chose à ne pas oublier. Un système de coordonnées, Einstein déjà l'avait bien précisé, c'est un ensemble de règles et d'horloges. Pour faire un système de coordonnées, je dois orienter, fabriquer un système avec 3 règles suivant les coordonnées X, Y et Z, et une horloge pour mesurer le temps. Avec ça, je vais pouvoir mesurer ce qu'on appelle un événement, qui est un ensemble de positions et de temps. Donc 4 coordonnées spatio-temporelles. Et jusqu'à maintenant, en physique, on pensait qu'on pouvait travailler avec ça. Mais si on regarde un petit peu de quoi il s'agit, on s'aperçoit qu'il y a un énorme bug, si je puis dire. C'est que on nous dit qu'on va pouvoir faire des mesures avec une règle qui est comme ceci. Alors je précise que vous êtes en train de montrer une feuille de papier. Où il n'y a pas les traits d'une règle. D'accord. Donc une feuille de papier blanche, vierge. Blanche, donc une règle sans trait. On voit bien qu'avec une règle sans trait, je ne peux absolument pas mesurer quoi que ce soit. Si je veux mesurer la longueur de ce stylo, je suis en train de montrer un stylo, et qu'il n'y a pas de traits sur la feuille de papier, je ne peux rien mesurer du tout. Eh bien, actuellement, en physique, dans la physique complètement officielle, il n'est pas mentionné que pour les conditions qui définissent un système de coordonnées et les changements de système de coordonnées doivent inclure
la résolution de la mesure, qui est précisément ces petits traits qu'on met sur une règle. Au niveau du temps, ce serait une montre sans tiret. Il y aurait une aiguille qui tourne. C'est ça, oui. Donc en fait, là, ce qui manque sur la feuille blanche, la feuille vierge, ce sont les échelles, hein, des repères. Exactement. C'est même plus précisément les repères, on pourrait dire absolument. On peut appeler ça repère. Mais ce repère se caractérise par quelque chose que je vais montrer ici, on le voit. Voilà une règle, alors je ne sais pas si on va les voir. C'est qu'on voit bien que on est, et ça se ramène à ce que je disais tout à l'heure, si j'ai une règle à notre échelle, eh bien cette règle, elle aura des petits tirets minimum qui sont le millimètre. À notre échelle, on n'a pas de règle avec des tirets de 1 centième de millimètre. Par contre, si je prends une loupe, on peut avoir une loupe un peu plus évoluée. Donc là, vous sortez une loupe. Voilà, comme ce genre de loupe-là. Là aussi, je vais le montrer, personne ne va le voir, mais ici, dans cette loupe-là, il y a des tirets qui sont espacés de 1 dixième de millimètre. C'est une loupe pour photographe, en fait, à l'ancienne. C'est une loupe dont se servaient les photographes à l'époque argentique pour aller regarder de près leurs films, voir si c'était bien au point. Et là, il y a des tirets de 1 dixième de millimètre. Mais si je regarde ces tirets de 1 dixième de millimètre à l'œil, je ne verrai pas. Ça, c'est la résolution. C'est-à-dire qu'on voit bien que pour faire une mesure effective d'espace et de temps, eh bien, ça se voit dans le fait qu'en physique, quand on donne un résultat de mesure, il faut toujours l'accompagner de l'incertitude sur la mesure, ou de ce qu'on appelle l'erreur de mesure. Sinon, ça n'a pas de sens. C'est une chose que beaucoup de jeunes physiciens ont du mal à réaliser, que toute la physique est organisée comme ça, et que si on ne donne pas l'incertitude sur la mesure, ça n'a aucun sens. Alors, ça se voit dans le fait qu'il y a même des fois des collègues qui vont donner des résultats avec 10 décimales, alors que l'erreur est 0,1. On voit des choses comme ça. Mais, alors, si chez les jeunes étudiants, ça va être commun, alors, ils vont dire, ah voilà, 3,5, 7, 8, 4, 12, plus ou moins 0,1. Toutes les décimales n'ont absolument aucun sens. Donc cette résolution, elle a un rôle absolument essentiel pour comprendre le sens du résultat de mesure. C'est ça qu'on appelle la résolution de la mesure. Donc, on est obligé, quand on veut définir un système de coordonnées effectif, sur le cas avec lequel on va vraiment faire des mesures, de définir justement l'échelle maximale de la règle avec laquelle je fais des mesures, ma règle a fait 1 mètre, et l'échelle minimale avec laquelle je fais des mesures. Donc en gros, il y a une fenêtre et puis il y a une résolution. Mais le point essentiel, c'est la résolution. Parce que la fenêtre, je peux la changer sans changer la nature de ce que, jusqu'à une certaine limite, la nature de ce que j'ai mesuré. Mais par contre, la résolution, quand je change la résolution, eh bien, j'ai vraiment changé la nature de ce que j'ai mesuré parce que j'ai dû utiliser un autre instrument. Pour passer d'une résolution de 1 mm à 1 micron, j'ai bel et bien dû utiliser une loupe ou un microscope et donc faire quelque chose de particulier. Et la grande erreur qu'il y a eu pendant des années, c'était de penser que quand on regardait quelque chose à une échelle plus petite, eh bien, on n'avait pas touché au système. C'est-à-dire qu'on voyait mieux, d'une manière plus précise, la même chose qu'avant. Et là, c'est faux. Ça se voit aussi en biologie. Oui. En biologie, il y avait l'homonculus. Les gens pensaient que le fœtus, ou les premières cellules, qu'on ne voyait pas encore à l'époque, étaient, comme à l'arrivée, ça donnait un homme, et bien dans la version pas encore grandie, c'était un tout petit homme. Ben, pas du tout. C'est plutôt un petit poisson, hein, ou un petit tétard. Donc, là, en définissant la fractalité, vous avez précisé, évoqué les fractales dans l'espace-temps fractal. Est-ce que vous avez des précisions à apporter pour continuer d'expliquer les fractales ? Oui, c'est-à-dire que pour expliquer les fractales, j'ai été amené naturellement à décrire comment sont vraiment les choses en réalité. Alors auparavant, peut-être je vais donner d'autres exemples de fractales, parce que c'est vrai que j'ai été amené assez naturellement à expliquer les fractales à travers le fait que la physique est déjà comme ça, c'est-à-dire qu'on est déjà dans une situation où on doit changer d'échelle. Je l'ai montré vers les petites échelles, mais c'est vrai aussi vers les grandes.
Et j'ai parlé justement des étoiles, des galaxies, etc. On voit que c'est dans les deux sens. Donc on a vraiment des structures dans les structures dans les structures. Au niveau de l'espace-temps global, ces rapports d'échelle atteignent un rapport entre les plus petites échelles concevables et les plus grandes, qui est de l'ordre de 10 puissance 60. Un 1 suivi de 60 zéros. 10 puissance 60, c'est-à-dire des milliards de milliards de milliards de milliards de milliards. Alors, pour le calcul, c'est énorme. Cette petite échelle concevable, c'est ce qu'on appelle l'échelle de Planck, qui est une échelle très intéressante parce que c'est une échelle qui se fabrique à partir uniquement des grandes constantes fondamentales, qui sont la vitesse de la lumière, la constante de gravitation et la constante de Planck, de la mécanique quantique, et la constante de gravitation, en fait, d'Einstein. C'est-à-dire que ces constantes-là sont au-delà des mesures, quelque part, parce que c'est des constantes qui interviennent dans des rapports entre, précisément, la masse et l'énergie d'un côté et l'espace-temps de l'autre. Aussi bien h bar que G, que la constante de gravitation, ont un statut tout à fait semblable de relation entre espace-temps et masse-énergie. Et C, c'est le rapport entre espace et temps. Donc, ce sont en fait des grandeurs qui n'ont pas de sens en soi, qui dépendent uniquement de notre choix des unités de mesure. Et le résultat, c'est qu'on peut les combiner en une masse de Planck, un temps de Planck et une longueur de Planck, qui sont en fait une espèce d'échelle fondamentale pour toute la physique. La longueur de Planck, c'est 10 puissance moins 33 cm. Le temps de Planck, c'est 10 puissance moins 45 secondes, des valeurs extrêmement petites. Par contre, la masse de Planck, c'est pas si petit que ça. C'est 2×10⁻⁵ grammes. C'est la masse d'une petite poussière. Mais bien sûr, quand on applique cette masse de Planck à une particule élémentaire, là, ça correspond à une particule élémentaire d'une masse absolument énorme. Et vers les grandes échelles, d'où vient ce rapport 10 puissance 60 ? Donc entre cette masse de Planck de 10 puissance moins 33 cm, et de l'autre côté, eh bien, l'univers est organisé d'une manière telle qu'il y a une échelle caractéristique qui apparaît dans les équations, qui est ce qu'on appelle l'échelle de la constante cosmologique, en fait. Et cette échelle de la constante cosmologique, elle est autour de 3 gigaparsecs, 3 milliards de parsecs, le parsec étant la distance caractéristique entre les étoiles. Et on se souvient qu'entre les galaxies, c'est de l'ordre du mégaparsec, et là, au niveau de l'univers, le gigaparsec. Et là, on est à 3 gigaparsecs. C'est une échelle de la taille grande, caractéristique de l'univers observable. L'univers est sans doute infini, mais il y a un horizon du visible qui est de cet ordre de grandeur-là. Donc, on fait le rapport des deux, on tombe sur 10 puissance 60. Donc voilà. Alors, maintenant, au niveau des fractales, Benoît Mandelbrot a vraiment fait un travail extraordinaire pour montrer que les fractales, en fait, ils étaient partout. Et que c'était notre vue qui était déficiente, qu'on ne s'en était pas rendu compte. Il a montré vraiment que les fractales étaient partout, alors qu'on ne le voyait pas. On avait une vision du monde qui était construite, en fait, sur l'idée, un peu une vision du monde, je dirais, de constructeur de machines à vapeur. Si je veux construire une machine à vapeur, ça doit être lisse. Mon piston, il faut qu'il glisse à l'intérieur de la, je sais pas comment c'est, de la bielle, etc. On voit que c'est lisse. Alors que la nature, c'est pas lisse. On regarde un arbre, on regarde un rocher, on regarde la distribution des galaxies, on regarde, voilà. Et Mandelbrot a fait une liste extraordinaire de mouvements brownien, de plein de systèmes naturels, d'objets naturels, etc., pour montrer que systématiquement, les objets naturels sont fractales, et ce sont les objets fabriqués par l'homme qui ne le sont pas. La nature est fractale. Les entités fractales dont vous parlez, là, j'entends quelque chose qui n'est pas lisse, hein, c'est ça qui est très dynamique. Oui, mais c'est effectivement, c'est-à-dire qu'au premier regard, ça apparaîtra comme pas lisse, mais ça n'est pas suffisant, encore une fois. C'est-à-dire l'aspect non lisse ne veut pas dire que c'est fractal. Pour s'en assurer, il faut vraiment zoomer. Par exemple, je prends un arbre, eh bien, je vois bien qu'un arbre, il aura un tronc qui est beaucoup plus grand que les branches principales, qui sont plus grandes que les branches suivantes, etc. Et là, on a tout un système de branchements successifs. Et si on va regarder le nombre de branchements, donc l'arbre, strictement, il n'est fractal qu'à la limite de la canopée, à la limite de la distribution finale des bourgeons et des feuilles. Avant, c'est un préfractal.
Un arbre, c'est un petit peu comme si on avait non seulement le fractal final, qui est les feuilles, et donc l'interface avec la lumière, ce qui va capter la lumière et donc récupérer l'énergie, effectivement, il faut que la surface soit maximale de récupération d'énergie, mais avant ça, on a tout un système de branchement. Donc ce système de branchement n'est pas encore fractal, mais il correspond bien à ce qu'on pourrait appeler la fractalisation, c'est-à-dire la fabrication d'un fractal par, par échelle successive. Donc la fractalisation, hein, je récapitule, fabrication donc des fractales par échelle successive. Est-ce que malgré tout, il n'y a pas une caractéristique de continuité dans les fractales? Alors en fait, ça c'est un point effectivement important entre les fractales tels qu'ils ont été utilisés la plupart du temps, ou décrits la plupart du temps, et ce que j'ai fait moi. Parce que les fractales de Mandelbrot, donc c'est plutôt des objets ou des systèmes naturels, et d'une manière assez logique, ils sont souvent organisés sous forme d'un système d'itération. Ça a parfois été appelé comme ça, système itéré. Et donc ce système d'itération, du coup, il est discret, il n'est pas continu. Un des exemples typiques pour justement fabriquer un fractal, eh bien, par exemple, c'est ce qu'on appelle la courbe de Van Corp. La courbe de Van Corp, ce qu'on fait, par exemple, c'est on prend, alors là, il faudrait montrer à quoi ça ressemble, mais on a un segment, et puis un triangle, et puis un segment. Donc on se retrouve avec 4 segments de longueur égale. Et à l'intérieur de chaque segment, je remets la même structure. Cette structure en chapeau, comme ça, tac, tac, tac et tac. Je remets la même structure à l'intérieur et je le refais, je le refais, je le refais. Et là, on voit apparaître le fractal de Van Corp. Mais on voit bien que chaque étape, à chaque étape, c'est pas encore fractal, c'est juste un générateur de fractal. Donc là, dans chaque segment, je reproduis cette structure. Je la mets à l'échelle et je reproduis, et je recommence sur tous les segments. Donc au début, on a 4 segments. Après, on en a 4 fois 4 16. Après, on en a 64, etc., etc. Et la taille des segments individuels a été divisée, elle, par 3. Donc à chaque étape, on multiplie le nombre de segments par 4, mais la taille est divisée par 3. Le résultat étant que la dimension fractale de cette courbe, qui pourtant est une courbe, et qui devrait être de dimension 1, n'est pas 1, mais est log de 4 sur log de 3. Donc c'est ça, c'est une des propriétés extraordinaires des fractales. Elles ont des dimensions qui ne sont plus forcément des dimensions entières. Et donc une courbe fractale est un objet en réalité qui est intermédiaire entre une courbe et une surface. Je peux fabriquer une courbe fractale de dimension 2, que je peux suivre comme une courbe, mais sa dimension est 2, c'est-à-dire que c'est la dimension du plan dans lequel elle est plongée. Et si on regarde plus précisément, à la limite, en réalité, ce n'est plus une courbe, c'est bien le plan lui-même. Mais ça a l'air d'être une courbe. Donc ça, il y a plein de paradoxes comme ça avec les fractales. Donc là, on voit bien le lien, hein, entre les fractales, l'espace-temps fractal et le concept de relativité-vacuité que vous avez évoqué dans les 2 précédentes vidéos, hein. Ah, totalement. Alors du coup, quelle est la place des fractales, de l'espace-temps fractal dans le concept de relativité-vacuité? Alors justement, ça me permet de répondre à votre question précédente, qui est que, voulant appliquer le concept de fractal non plus seulement à un objet, mais à l'espace et à l'espace-temps lui-même, eh bien très clairement, j'ai été obligé de le décrire d'une manière différente. Parce que ce système discontinu n'est pas adapté à la situation effective de ce qui se passe dans l'espace et dans le temps, où il doit y avoir continuité. Donc, ce que j'ai fait, c'est de les décrire d'une manière différente, non pas par des systèmes itérés, mais par des équations différentielles. Ce qui veut dire que de même que pour décrire ce qui se passe dans l'espace, eh bien, c'est par des équations différentielles que les équations de la physique ont été écrites, la méthode étant tout simplement de prendre l'état du système en un point donné et de regarder un autre point très très proche de ce point-là. Une toute petite différence. C'est la grande idée de Descartes. On a un système compliqué, on le découpe en parties plus simples, ça devient simple à décrire et après on l'intègre. Eh bien, cette grande idée cartésienne, c'est celle sur laquelle le calcul différentiel ordinaire a été construit. Et en fait, on pourrait le dire, les fractales détruisent l'idée cartésienne. Parce que l'idée cartésienne, c'est je prends une partie plus petite, et c'est plus simple que le système global. Avec les fractales, c'est faux. Avec les fractales, on regarde une partie toute petite, et c'est encore plus compliqué, et encore plus petit, c'est encore plus compliqué, etc., etc. Donc apparemment, dans un premier temps, je m'étais dit, mais là, Descartes s'est trompé, et les fractales explosent l'idée cartésienne de simplicité quand c'est plus petit. Mais je me suis rendu compte que
en fait, on pouvait prendre Descartes contre Descartes, ou pour Descartes. Parce que l'idée cartésienne, finalement, c'est quand on l'applique à l'espace, qu'on va dire, ah ben, c'est une petite partie de l'espace qui doit être plus simple. Mais quand on la garde comme idée philosophique générale, j'ai un système complexe et je prends un sous-système qui va être plus simple, ça marche aussi pour les fractales. Pourquoi? Parce que je vais tout simplement regarder une petite dilatation élémentaire, puisque justement les fractales, l'idée des fractales, c'est qu'il faut faire des contractions et des dilatations pour voir vraiment le système, faire des zooms. Donc je vais regarder un petit zoom élémentaire, au lieu de zoomer d'un coup d'un facteur 3, et puis 3, et puis 3, comme dans le fractal de Van Corp, je vais zoomer d'un tout petit facteur. Et comme j'aurais zoomé d'un tout petit facteur, mon fractal, ma courbe, ma structure fractale aura très peu changé. Et donc je pourrais la décrire effectivement facilement, suivant ce que Descartes a proposé. Et donc, les lois de ce qui se passe quand on change d'échelle, c'est à nouveau des équations différentielles, mais dans l'espace des échelles. Voilà, c'est ça la grande idée de la relativité des échelles. Refaire un deuxième calcul différentiel dans l'espace des échelles et avoir des lois de déplacement et de mouvement dans l'espace-temps complémentées par des lois de déplacement, de zoom en fait, de dilatation et de contraction dans l'espace des échelles, les deux étant décrits par des équations différentielles. Et ça du coup, on peut l'appliquer à l'espace-temps fractal, c'est-à-dire qui est un espace-temps explicitement dépendant d'échelle, qui n'est plus l'espace-temps ordinaire. Il a cette structure en espace et en temps, et la structure en échelle en plus, ou en interne. Alors Laurent Notal, parmi les auditrices, auditeurs qui nous écoutent, il y a sûrement des scientifiques, bien sûr, il y a peut-être aussi toutes sortes de personnes, hein, philosophes, toute personne curieuse. Est-ce que du coup on pourrait, pour tout le monde, préciser le lien avec la relativité généralisée d'Einstein? Voilà, puisque là vous avez parlé un petit peu de géométrie, hein. En fait, c'est un outil complètement géométrique, absolument. Voilà, Et c'est donc, ça. la théorie de la relativité d'échelle, c'est une théorie où on applique le principe de relativité au changement d'échelle, Oui, en plus du principe de relativité de Galilée et d'Einstein, qui consistait à l'appliquer au changement de position, d'orientation et de mouvement. Mais ce que jusqu'à maintenant on appelle relativité, c'est ça. C'est uniquement changement de position, d'orientation et de mouvement. Or, si on analyse comment on fait des mesures en physique, on s'aperçoit qu'on ne peut pas se contenter de ça et qu'il faut rajouter les résolutions et donc les changements de résolution pour vraiment décrire ce qu'on fait au niveau des mesures. Et la relativité d'échelle, eh bien, c'est une théorie dans laquelle on rajoute à la relativité de position, d'orientation et de mouvement cette transformation d'échelle. Et de même que la relativité générale d'Einstein se décrit naturellement par un outil géométrique qui sont les espaces courbes, de même, cette relativité des échelles va se décrire naturellement par un outil géométrique qui sont les espaces fractales. C'est ça l'idée. Espace fractal voulant dire ici un espace explicitement dépendant d'échelle, et les espaces courbes einsteiniens étant des espaces qui sont capables justement de distorsion de ce qu'on appelle la courbure riemannienne, qui est une distorsion de la géométrie de l'espace qui fait qu'ils ne peuvent plus être plats. Ce n'est plus euclidien. L'espace-temps riemannien, c'est un espace non euclidien en fait. Et là, il s'agit d'un espace-temps fractal, c'est-à-dire un espace explicitement changeant en fonction de l'échelle, première propriété. Et deuxièmement, où les différentes grandeurs physiques deviennent infinies, sont divergentes quand l'intervalle de résolution, l'échelle tend vers zéro. C'est ça les deux aspects d'un espace-temps fractal. et c'est différent de la non-différenciabilité? Non, c'est exactement ça. C'est exactement ça, et ça c'est un théorème mathématique, parce qu'en fait, même ce concept d'espace-temps fractal, qu'on peut considérer comme une généralisation très très vaste des espaces riemanniens précédents, c'est en fait pas encore la chose la plus profonde. La chose la plus profonde, c'est ce que vous venez de dire, c'est la non-différenciabilité. C'est-à-dire que si on regarde la physique, justement physique qui s'est fondée, la physique moderne, qui s'est fondée sur le calcul différentiel construit par Leibniz et Newton,
je ne dirais pas inventé, parce qu'on voit bien que le calcul différentiel a été conçu sur la base de ce que disait Descartes. Et il faut savoir qu'un grand philosophe grec, philosophe mathématicien grec qui s'appelait Eudoxe, avait déjà un pré-calcul différentiel. Donc, c'était un peu des éléments finis, quelque chose comme ça, si je me souviens bien. Et donc, ce calcul différentiel présuppose qu'on peut définir une dérivée. La dérivée, ben, c'est la pente. On a une courbe. Eh bien, en un point de la courbe, on peut définir une pente. Et les dérivées au niveau de la physique, ce sont les vitesses. Dérivées de la position par rapport au temps, ce sont les vitesses. On peut définir une vitesse et on peut le refaire une deuxième fois. On redérive la vitesse, ça donne les accélérations. Or, la physique newtonienne, c'est précisément ça. La physique galiléenne, il y avait juste la vitesse. La loi du mouvement inertiel, c'est quand un système va à vitesse constante en courant sur son aire sur une droite. Donc, la géométrie est droite et la vitesse est constante, mais ce n'est pas suffisant pour vraiment comprendre la dynamique à un niveau plus profond, le mouvement des corps. Il faut introduire de la dynamique, c'est introduire des forces, et Newton a compris cette chose extraordinaire, que la force et l'accélération sont proportionnelles. Et donc, en fait, alors des fois, il y a des dynamiques plus complexes, il y a une grande partie de la physique qui se satisfait simplement de définir l'accélération et la vitesse. Eh bien, la non-différenciabilité, c'est considérer qu'on peut abandonner ce qui n'est que finalement des hypothèses. Le fait qu'un système puisse avoir une accélération et une vitesse, c'est une hypothèse. Mathématiquement, on voit qu'on peut avoir une courbe continue, une fois dérivable, différenciable, une courbe continue deux fois dérivable. Ça veut dire qu'on aura à définir la position, ça c'est le caractère de courbe continue, puis la vitesse, c'est la première dérivée, puis l'accélération, c'est la deuxième dérivée. Mathématiquement, on appelle ça classe C0, C1, C2. Et toute l'hypothèse de base de la physique jusqu'à aujourd'hui, c'était qu'il fallait que toutes les grandeurs physiques soient au moins de classe C2. Même en mécanique quantique, qui pourtant on dit en mécanique quantique, il y a les relations de Heisenberg, on ne peut plus mesurer la position et l'impulsion d'un objet, les deux ensemble, etc. Il y a des tas d'éléments qui cassent la vision classique de la physique, mais même dans ce cadre-là, l'équation de base, c'est l'équation de Schrödinger, et l'équation de Schrödinger est une équation différentielle. On dérive par rapport au temps une fois, par rapport à l'espace deux fois, et donc il y a vraiment cette hypothèse complète que la fonction d'onde est elle-même deux fois différenciable. Donc, ça n'a rien changé au Schmilblick. Oui, le Schmilblick, le revoilà. Eh bien, l'idée de la relativité d'échelle, c'est justement de se dire, mais tout ça n'est qu'une hypothèse. Tout ça n'est qu'une hypothèse. Qu'est-ce qui se passe si on relaxe cette hypothèse de double différenciabilité? Une fois, ça veut dire qu'il n'y a plus d'accélération au sens ordinaire, mais il n'y a plus que des vitesses, et deux fois, il n'y a plus que la position, ça veut dire que c'est continu. Il faut bien comprendre une chose ici, parce que là, il y a une confusion au niveau des mots, c'est que non-différenciabilité ne veut pas dire qu'on ne peut pas différencier. Ça veut dire qu'on ne peut pas dériver. En français, on pourrait dire non-dérivabilité, en fait. C'est un problème en anglais, parce que non-derivability en anglais voudrait dire non-déduction, impossibilité de déduire, to derive quelque chose. Donc ça prêterait à confusion. Mais il y a une autre confusion possible, penser que non-différenciabilité veut dire qu'on ne peut même pas définir des différences. Et là, c'est la continuité. La continuité va faire qu'on pourra toujours définir des petites différences dx, dt, de temps, d'espace. Mais par contre, quand on va vouloir faire les rapports de ces différences, la vitesse, c'est dx, un petit élément d'espace divisé par un petit élément de temps, dx divisé par dt. C'est là que ça ne marche plus. Parce que là, ça devient infini. C'est ça la clé. Ce qui veut dire que l'espace-temps fractal est continu. Continu non différenciable. C'est ça. Voilà. Alors, c'est là qu'il y a un théorème mathématique que j'ai démontré de plein de manières différentes, mais que c'est vraiment démontré, qui est qu'un espace-temps continu et non différenciable est fractal. C'est la grande clé de toute l'affaire. Donc la fractalité est un outil de description des espaces-temps non différenciables, mais ce n'est qu'une propriété. Ce n'est pas l'ensemble des choses. Un espace-temps non différenciable, il a aussi d'autres propriétés essentielles
qui ne sortent pas de la fractalité. C'est ça, c'est plus profond. Continu non différenciable, c'est plus profond que fractal. Fractal n'est qu'une condition secondaire, mais qui est démontrable. Et je finis avant qu'on fasse une pause. Fractal dans le sens suivant, au sens où les grandeurs, par exemple, de mesure de longueur, de temps, etc., vont être explicitement dépendantes de l'échelle et divergentes quand l'intervalle d'échelle tend vers zéro. Et ce sont ces deux propriétés qui sont démontrées dans ce théorème. Et donc là, c'est de la fractalité beaucoup plus générale que la simple self-similarité, que c'est vraiment complètement ouvert. C'est vraiment dépendant de l'échelle et divergence. Donc, explication, continuité plus non-différenciabilité, la longueur, qui n'est pas une courbe fractale, devient une grandeur explicitement dépendante de l'échelle. La longueur n'est plus un nombre. On dit, quelle est la longueur de cet objet? C'est 1 mètre, 2 mètres, 1,3. Ça n'est plus vrai. Pour les fractales, la longueur est devenue une fonction de l'échelle. Donc cette fonction d'échelle, c'est bien la longueur, mais il y a des longueurs différentes pour des échelles différentes. On n'en a pas le choix. On est obligé de changer le concept de longueur d'un nombre à une fonction. De quoi? De l'échelle. Et cette longueur tend vers l'infini quand l'échelle epsilon tend vers 0. Et ça, c'est un théorème qu'on peut démontrer. Donc, ce théorème articule espace-temps continu non différenciable et espace-temps fractal. Voilà, alors les fractales, ça fait très longtemps que vous travaillez dessus, vous l'avez expliqué précédemment. D'où vous est venue, Laurent Notal, l'idée de la relativité d'échelle, et puis du coup, quel est le rapport avec la physique quantique? Eh bien, en fait, l'intuition initiale qui a mené vers cette théorie de la relativité d'échelle et de l'espace-temps fractal, c'était précisément une intuition sur qu'est-ce qui fonde la mécanique quantique. D'où sort la mécanique quantique, sachant que dans sa version officielle actuelle, elle n'est toujours pas fondée. La mécanique quantique est un ensemble de règles, on parle d'axiomes ou de postulats, qui n'ont pas d'origine principielle. Il y a une fonction d'onde, elle est complexe, elle décrit l'état du système, il y a une équation de Schrödinger, il y a un principe de correspondance, etc., etc. Il y a un ensemble comme ça de règles qui s'articulent pour donner cette théorie, mais on ne sait pas d'où ça sort. Et c'est au point où un grand physicien comme Richard Feynman, grand physicien américain, a même dit ces règles sont totalement absurdes, mais ça marche, et on les utilise. La plupart des physiciens ont lâché prise, en fait, on laissé tomber, et n'essaient même plus d'espérer ou de penser que la mécanique quantique puisse être fondée sur quelque chose d'autre, de plus profond. Et pourtant, c'était la grande question d'Einstein, le grand problème d'Einstein, qui a été complètement compris de travers. Chaque fois qu'Einstein disait que la mécanique quantique était incomplète, il entendait évidemment incomplète au niveau des principes, au niveau de sa fondation. Et ça, c'est une évidence. Or, les physiciens de la mécanique quantique entendaient incomplète à l'intérieur d'elle-même, alors qu'elle marche parfaitement. On a les preuves qu'il n'y a pas besoin de compléter par quoi que ce soit. Mais il y a bien besoin de compléter pour avoir le sens. Mais à ce moment-là, ça ne veut pas dire qu'il faut rajouter quelque chose à l'intérieur. Ça veut dire qu'il faut une autre construction et une traduction entre les deux. C'est un petit peu comme ça que moi, je me suis posé la question dans les années 70. Et vers 1979-1980, j'ai réalisé que s'il existait un espace-temps, parce que c'est ça l'idée, sur la base de la physique einsteinienne, c'est une structure de l'espace-temps qui doit fabriquer la mécanique quantique et fonder ses axiomes. Premièrement, et le deuxième aspect, une relativité. Donc c'était de cette manière-là que je réfléchissais dans les années 70. Où est cette relativité du quantique? Où est l'espace-temps quantique? Le paradoxe étant que, à l'échelle quantique, donc aux petites échelles subatomiques, tous les objets sont quantiques, et actuellement, dans la théorie telle qu'elle est, l'espace-temps de la mécanique quantique est l'espace-temps plat minkowskien de la physique classique, en fait. C'est complètement paradoxal. Comment est-ce que la base puisse être totalement, complètement plate, complètement... Là, il n'y a rien à attraper là-dedans, dans l'espace euclidien, il n'y a aucune dynamique.
et tous les objets sont quantiques, ça n'a pas de sens. Donc je réfléchissais de cette manière-là, et je me suis dit en fait que si on regarde ce qu'Einstein avait fait pour comprendre la gravitation, eh bien, il s'est dit finalement, la manifestation de la gravitation, c'est le fait que un objet qui est dans un champ de gravitation, par exemple, il va décrire une parabole ou une ellipse. Alors s'il n'y a pas de gravitation, ça va aller tout droit. C'est l'inertie galiléenne. D'où l'idée de se dire, mais et si cette parabole, cette ellipse, n'était pas quelque chose qui était une ellipse en soi, mais que c'était tout simplement la manifestation de ce qui va tout droit dans un espace qui, lui, est courbé. Donc la courbure qu'on voit de la trajectoire, on la retire de la trajectoire et on la met dans l'espace. Voilà la grande idée einsteinienne. Et justement, cette courbe qui va tout droit, c'est-à-dire qui est complètement droite dans l'espace, mais qui nous apparaît courbe de l'extérieur, c'est ce qu'on appelle la géodésique. Donc, justement, j'ai commencé à me dire, il faudrait que toutes les trajectoires des particules en mécanique quantique, les fonctions d'onde, tout ça, soient décrites comme étant en fait les géodésiques d'un espace-temps. Et cet espace-temps, quel genre de propriété devrait-il avoir? Et bien de même que la propriété universelle d'un espace-temps qui décrit la gravitation. Dans l'espace-temps d'Einstein, il n'y a plus de gravitation. Hein, il est courbe, et la gravitation, ce sont les manifestations de la courbure. Il n'y a pas les deux. Donc je me suis dit, il faudra un espace-temps qui a des propriétés telles que dans cet espace-temps, il n'y ait plus de quantique, mais que le quantique se manifeste de manière universelle par la structure de cet espace-temps. Donc quel genre de structure devrait-il avoir? Et bien de même que les trajectoires sont courbes, les mesures en mécanique quantique nous disent, ce sont les relations de Heisenberg, si je fais des mesures à des résolutions spatiales de plus en plus petites, l'impulsion va devenir de plus en plus grande et même devenir divergente quand l'intervalle de résolution spatiale tend vers zéro. Voilà ce que dit la mécanique quantique. Ensuite, je fais des mesures sur des temps de plus en plus courts. Eh bien, le résultat de ma mesure sera une énergie de plus en plus grande, avec des fluctuations de plus en plus grandes, jusqu'à tendre vers l'infini quand l'intervalle d'été tend vers zéro. Et ça, c'est complètement universel en mécanique quantique. Ce sont les inégalités de Heisenberg. Et je me suis dit à ce moment-là, voilà la clé. La clé d'un espace-temps qui décrirait le quantique, ça ne peut être qu'une propriété universelle du quantique. Qu'est-ce qu'il y a comme propriété universelle? Heisenberg. Alors qu'est-ce que c'est que je viens de décrire là? Le résultat de mesure qui dépend explicitement de l'intervalle, de la résolution spatiale et temporelle, et tend vers l'infini quand cet intervalle tend vers zéro. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le théorème mathématique de ce que c'est qu'un espace-temps non différenciable et fractal. Et je me suis dit à cette époque-là, l'espace-temps qui peut décrire la mécanique quantique doit être un espace-temps explicitement dépendant de l'échelle. Je n'avais pas encore le mot fractal à ce moment-là. Et j'en ai parlé à un collègue qui s'appelait Thibaut Moulin, et il m'a dit, un espace-temps explicitement dépendant de l'échelle, mais ça c'est la géométrie fractale de Mandelbrot. Et donc je l'ai appelé fractal à cause de ça. Mais mon idée initiale, c'était un espace-temps, on pourrait dire, scaling space-time en anglais, un espace-temps scalant. J'aurais pu l'appeler comme ça. J'aurais eu moins d'ennuis en l'appelant comme ça, en fait. L'espace-temps scalant, je pense que ça aurait été admissible par beaucoup de physiciens. L'espace-temps fractal, dans les années 80, c'était considéré par les physiciens théoriciens comme totalement ridicule. J'ai eu un nombre incroyable d'avis de référés, on envoie nos articles en tant que scientifique à des journaux qui ont un comité de lecture, et un nombre incroyable de référés qui ont refusé les articles en disant espace-temps fractal, utilisez c'est même pas le mot, le concept, l'idée de fractal appliquée à l'espace-temps, c'est ridicule, totalement ridicule, incroyablement ridicule. J'ai vraiment eu des avis comme ça. Et vous avez pu échanger sur cette terminologie avec Benoît Mandelbrot? Alors en fait, Benoît Mandelbrot lui-même, je pense que le problème là, de Mandelbrot par rapport à ça, c'est que Mandelbrot, il avait plutôt un esprit tourné vers les objets. Mais je pense qu'il ne connaissait pas la relativité générale, et le concept d'espace-temps, c'était pas clair pour lui. Donc effectivement, quand je vais essayer de lui parler d'espace-temps fractal, il n'a pas compris à ce moment-là. Plus tard, il a commencé à comprendre, mais ça a été très très long. Parce que c'était plus les siens, c'était plus ses fractales. Automatiquement, le fractal de Mandelbrot, c'est un objet vu de l'extérieur. C'est de l'extérieur qu'on voit que les fractales. L'espace-temps, il doit être décrit de l'intérieur.
C'est ça la grande découverte des espaces-temps courbes qui a été faite par Gauss et Lobachevsky. Ils se sont rendus compte pour la première fois qu'on pouvait caractériser le fait que ça n'était pas euclidien uniquement par des mesures intérieures à l'espace. On peut savoir qu'on est sur une sphère, à l'intérieur de la sphère, sans en sortir. Comment est-ce qu'on fait? C'est très simple. On fait une mesure de circonférence d'un cercle. Alors, si le cercle est petit, on ne va pas avoir de différence. Là, les gens ont cru que la Terre était plate pendant très longtemps. Mais si vous faites la mesure de la circonférence d'un cercle qui ferait 1000 km de diamètre, eh bien, vous trouverez que ce n'est pas depuis. C'est pas depuis hier. Et vous savez que vous êtes sur un espace courbe. Voilà, donc on peut le caractériser de l'intérieur. Il a la grande clé des espaces sans fractal, mais c'est une chose que Mandelbrot n'a pas regardée, parce que lui, c'était l'objet fractal vu de l'extérieur. Moi, je devais construire un espace sans fractal, donc je sache qu'il est fractal vu de l'intérieur. Comment faire? Quelle est la caractérisation de la fractalité de l'intérieur? Eh bien, je fais ici et maintenant des mesures d'énergie et d'impulsion à des échelles spatiales et temporelles de plus en plus petites, et si c'est fractal, je dois trouver que ces résultats d'énergie et d'impulsion doivent tendre vers l'infini quand l'échelle de résolution tend vers zéro. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est la mécanique quantique, c'est les relations de Heisenberg, c'est très exactement le théorème fondamental qui relie non-différentiabilité et fractale. Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu de quelque chose que vous avez évoqué tout à l'heure, un catalogue de galaxies, hein, un catalogue sur lequel vous êtes en train de travailler. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Est-ce qu'il évoque la manière dont les galaxies se déplacent? Par exemple, à quelle vitesse? Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que en fait, ça correspond à un problème qui est posé déjà depuis presque un siècle et qui s'appelle le problème dit de la matière noire, de la matière sombre. Ça fait presque un siècle qu'un grand astronome suisse qui s'appelle Fritz Zwicky a commencé à mesurer les vitesses des galaxies dans les gros amas de galaxies, comme l'amas de Coma, et il mesure les vitesses, il mesure la dispersion des vitesses, et il s'aperçoit que c'est beaucoup, beaucoup trop grand par rapport à la masse qu'on attribuait à l'époque aux galaxies. La masse qu'on attribuait aux galaxies, c'était la masse qu'on obtenait en disant, bah voilà, telle galaxie, elle a 100 milliards d'étoiles, et on connaît la masse d'une étoile. La masse du Soleil, elle est bien connue, je multiplie par 100 milliards, et je dois obtenir la masse de la galaxie. Eh bien, ça ne marchait pas d'un facteur 100. Il fallait qu'il y ait 100 fois plus de masse que ça dans les gros amas. Donc voilà, c'est le début du problème de la matière noire. Donc Zwicky, on a déduit que les galaxies étaient 100 fois plus lourdes individuellement, plus massives, disons, individuellement, que d'après leur masse lumineuse. Et cette histoire a continué, on s'est aperçu que c'était vrai même au niveau d'une galaxie individuelle. Quand on essaie de regarder la dynamique du gaz, des étoiles, des corps, de l'amas globulaire, etc., qui tournent autour de notre propre galaxie, jusqu'au rayon lumineux de la galaxie, tout va bien. Et puis, quand on commence à regarder plus loin, eh ben, ça ne marche plus. Ça ne marche plus, c'est-à-dire que normalement, quand on arrive au rayon de la galaxie, après, il ne devrait y avoir plus rien. Et s'il n'y a plus rien, ça devrait être la loi de Newton. Et la loi de Newton nous dit que la vitesse, elle devrait diminuer en fonction de la distance, comme la racine carrée de la distance. Eh bien, je ne sais pas du tout ce qui se passe, ça reste constant. C'est ce qu'on appelle les courbes de rotation plate. Toutes les galaxies spirales, quand on regarde ce qui se passe au-delà de leur taille observée, montrent une dynamique qui n'est pas du tout la dynamique attendue par la loi de Newton à partir de la masse de la galaxie à l'intérieur de son rayon visible. Donc on devrait parler de dynamique anormale. C'est ça c'est correct. Dire il y a une dynamique anormale. S'il y a une dynamique anormale, c'est qu'il y a une énergie potentielle anormale. Donc on devrait parler d'énergie potentielle anormale, aussi ou noire ou manquante, je ne sais pas. Là, c'est sûr aussi. Le problème qui se pose, c'est que ensuite, sur la base de ce fait, eh bien, les gens, mes collègues scientifiques, ont eu tendance à faire une hypothèse sur la raison de ça, et ça, c'est l'hypothèse de la matière noire. La raison pour laquelle les courbes de rotation ne descendent pas, c'est parce qu'il y a de la matière en plus. C'est peut-être vrai, mais on ne sait pas. Ça, c'est une hypothèse. Le fait que la courbe de rotation est plate, c'est un fait. Le fait que c'est dû à de la matière invisible, donc c'est matière manquante, matière invisible, matière noire, c'est une hypothèse. C'est l'hypothèse dominante, mais il y en a eu d'autres.
il y a une autre hypothèse qui a été proposée par quelqu'un qui s'appelle Milgrom, qui est de modifier la dynamique newtonienne. Ce qui paraît, à mon avis, que c'est tout de même difficile à admettre, parce que initialement, il modifiait carrément la loi de l'inertie. Donc il a supposé, là aussi c'est une hypothèse, supposé que la loi de l'accélération a été changée aux grandes échelles et pour des très très grandes masses. C'est un peu ad hoc, c'est-à-dire ça a été fait pour les galaxies, et justement quand on essaie d'appliquer cette méthode, cette hypothèse aux amas de galaxies, qui sont à une échelle encore 10 ou 50 fois plus grande, ça ne marche plus. Mais par contre, inversement, l'hypothèse de matière noire marche bien pour les amas de galaxies, mais ça marche beaucoup plus mal à l'échelle des galaxies individuelles. Voilà la situation. Donc il y a toute cette question de quelle est la dynamique. Et là, alors pourquoi je travaille dessus, enfin c'est une des raisons, c'est qu'on peut étudier cette dynamique avec les objets autour des galaxies, mais aussi avec des paires de galaxies. En dynamique newtonienne ou en dynamique gravitationnelle d'une manière générale, on peut décrire un système à deux corps. Il y a une manière de transformer les équations d'un système à deux corps. Ça devient comme un système, un corps plus un plus petit corps, comme un système planétaire, Soleil plus planète. Donc j'ai fait un catalogue de 13 000 paires de galaxies où, avec mon collègue Pierre Chamarot, on a pu étudier la dynamique de ces objets-là. Et on a retrouvé effectivement ce taux caractéristique de matière noire, entre guillemets, qui est à peu près à ces échelles-là 5 à 6 fois plus grande que la matière lumineuse. Mais on a pu également comparer ça au système planétaire. Et on a trouvé que la vitesse caractéristique de rotation de ces galaxies les unes par rapport aux autres montrait un pic de probabilité à 150 km par seconde, qui est exactement le même pic de probabilité qui a été observé pour les exoplanètes. Les exoplanètes, ce sont des systèmes planétaires qui ont été trouvés autour d'étoiles qui ne sont pas le Soleil. Ça, c'est depuis 1995 pour les étoiles de type solaire. Et en fait, c'est depuis 1992, c'est Volksan qui est le premier à trouver des exoplanètes autour d'un pulsar. Et 3 ans plus tard, eh bien, Major et Kellos en ont trouvé autour d'étoiles de type solaire. Eh bien, le premier cas d'exoplanète autour d'une étoile de type solaire s'appelle 51 Pegasus. Elle tourne à la vitesse de 150 km par seconde autour de son étoile. Et cette vitesse, eh bien, aujourd'hui on connaît plus de 4000 exoplanètes. Eh bien, le tiers de ces exoplanètes tourne aussi exactement à cette vitesse-là. Et cette vitesse est exactement celle des paires de galaxies. Et est-ce que celles qui ne tournent pas à cette vitesse-là sont proches de cette vitesse? Non, il y a plein de vitesses possibles. Il y a plein de vitesses possibles. Il y a toute une séquence en fait de vitesses possibles. Par exemple, dans notre système solaire, quand on regarde les vitesses de rotation des planètes du système solaire interne, on va trouver Mercure autour de 48 km par seconde, Vénus autour de 36, la Terre autour de 30, Mars autour de 24. Mais on regarde ces 4 valeurs, 48, 36, 30, 24, on s'aperçoit que c'est autour de 145 km par seconde, divisé par 3, divisé par 4, divisé par 5, divisé par 6. Il y a une loi de structuration des vitesses extrêmement simple, qui est simplement des 1 sur n. Et ça remarche pour le système solaire externe, ça remarche pour les objets plus lointains, et on retrouve cette loi-là pour plein d'autres systèmes planétaires extérieurs. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a une espèce de valeur fondamentale, et après, autour de cette valeur fondamentale, les vitesses sont dans des rapports entiers par rapport à cette vitesse fondamentale. Et 145, 150 km par seconde, c'est la principale de ces vitesses fondamentales qui correspond à l'orbite justement. Alors, pour expliquer ça, il faut comprendre et savoir la chose suivante, c'est que en 1990, donc là on va passer à la théorie, parce que tout ça, ça a été prévu par la théorie de la relativité d'échelle, avant qu'on découvre les exoplanètes. En 1990, donc, je parviens à construire cette théorie de la relativité d'échelle et donc à démontrer les axiomes de la mécanique quantique et l'équation de Schrödinger, l'équation fondamentale de la mécanique quantique, l'équation de Schrödinger, qui était une équation postulée dans la mécanique quantique ordinaire, devient démontrée dans la théorie de la relativité d'échelle. Et on sait d'où elle vient. On la démontre, et c'est la manifestation
de l'espace-temps fractal. Ça se voit. Plus précisément, les trajectoires sont les géodésiques de l'espace-temps fractal. Et comme ces géodésiques sont en un nombre infini, qu'un espace-temps fractal, il ne va pas y avoir une seule trajectoire. Ça va être un faisceau de trajectoires, une famille de trajectoires. Toutes ces trajectoires sont fractales, et ça fait un espèce de fluide géodésique. Donc ce fluide géodésique ne peut être décrit que par une distribution de probabilité. Mais cette distribution de probabilité n'est pas n'importe quoi. Elle a un pic, elle a une largeur. Et donc, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais les équations que j'ai écrites reposent effectivement, apparemment, sur la constante h-bar de la mécanique quantique. Mais à aucun moment dans la construction de ces équations, il n'est dit que h-bar doit être la constante de Planck de la mécanique quantique. Ça peut être n'importe quelle constante. Donc dès 1990, dès que j'ai démontré l'équation de Schrödinger, j'ai tout de suite vu qu'elle s'appliquait de manière possible à d'autres systèmes que les particules, les atomes, etc. Elle pouvait s'appliquer à n'importe quel système chaotique. Un système chaotique qui fonctionne suivant un nombre d'échelles où vraiment la fractalité se manifeste. C'est-à-dire qu'il y a un nombre d'échelles suffisant. Et je me suis dit, système chaotique, système dépendant d'échelle comme ça, fractal, la nébuleuse protoplanétaire. Le système planétaire se fabrique à partir d'une nébuleuse et après il y a accrétion. Et donc, c'était un postulat, effectivement, cette nébuleuse protoplanétaire réalise exactement toutes les conditions qui mènent à l'équation de Schrödinger, conditions étant infinité de trajectoires, chaque trajectoire est fractale de dimension 2, et troisièmement, ça c'est plus compliqué, c'est une manifestation de la non-différentiabilité, et un dédoublement des dérivés, un dédoublement des vitesses. C'est ça qui mène au caractère complexe, au sens des nombres complexes de l'outil de la mécanique quantique. Bref, j'écris une équation de Schrödinger pour le système solaire, je regarde ces solutions, et qu'est-ce que je trouve? Exactement ce que je viens de vous dire, qu'on s'attend à voir l'ensemble du système solaire s'organiser suivant une certaine vitesse fondamentale, et cette vitesse fondamentale divisée par 2, par 3, par 4, par 5, par 6, par 7, etc. Je regarde le vrai système solaire et je me rends compte que Mercure est en n égale 3, que ça marche premièrement, que Mercure est en n égale 3, que Vénus en n égale 4, que la Terre en n égale 5, que Mars est en n égale 6, et n égale 7 et 8, ça correspond aux principaux astéroïdes de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, lesquels ne sont plus appelés astéroïdes d'ailleurs, ils sont appelés maintenant planètes naines, comme Pluton. Pluton a été détrôné de son rôle de planète, devenu une planète naine, à cause de l'Eris et d'autres qu'on a trouvé plus loin, mais du coup plus près aussi. Ces restes sont vraiment devenus des planètes, quoi. Et IGA. Eh bien, 7 et 8 sont aussi dans la séquence. Non, c'est 8 et 9, parce que la 7, il y a une résonance avec Jupiter qui fait qu'elle est vide. Il y a des petits corps, mais elle est vide. Et donc, tout ça était merveilleux, et je me rends compte à ce moment-là que ça devient prédictif. Pourquoi? Parce que Mercure, la prétendue planète numéro 1 du système solaire, n'est que la numéro 3 dans ses orbitales. Il doit donc y avoir 2 niveaux plus profonds. Premier niveau plus profond, n égale 2, 0,17 unités astronomiques. L'unité astronomique, c'est la distance Soleil-Terre. Et donc, 0,17 unités astronomiques. Et là, eh bien, je me suis aperçu qu'en fait, on n'avait rien vu directement, et qu'on a vu les choses indirectement. Parce qu'il y a des collègues qui ont essayé de trouver d'où venaient les géocroiseurs. Ces géocroiseurs, ce sont des astéroïdes qui croisent l'orbite de la Terre. C'est ceux qui sont vraiment dangereux pour nous, hein. C'est ceux qui finissent par tomber tous les 20 millions d'années sur Terre, qui ont détruit les dinosaures il y a 60 années. Il y a eu un gros événement il y a 20 millions d'années ici, donc c'est rare, mais c'est dangereux. Eh bien, d'où venaient ces géocroiseurs? L'idée générale, c'était qu'ils venaient de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Eh bien, ces collègues, ils ont tout simplement remonté les trajectoires dans le passé. Ils ont vu les trajectoires qu'on connaît aujourd'hui et les ont remontées dans le passé. Et ils ont trouvé qu'elles venaient, pour la majeure partie d'entre eux, d'une distance comprise entre 0,15 et 0,2 unités astronomiques autour du Soleil. Conclusion, il doit y avoir un anneau d'astéroïdes autour du Soleil, autour de 0,17 unités astronomiques, là où c'est prédit par la relativité d'échelle. Avant Mercure, donc. Avant Mercure. Entre le Soleil et Mercure. Exactement. Et ça, une de mes déceptions, c'est de
bien que l'ayant dit et publié, je ne vois pas mes collègues chercher cet anneau, alors que, après tout, il y a des satellites maintenant qui s'approchent de ces distances-là. Je pense que ce serait possible, quoi. Et donc, voilà une des choses à trouver. C'est intéressant parce que ça veut dire que le système solaire, il est organisé de manière hiérarchique, avec 3 systèmes d'anneaux. Ce système d'anneaux a 0,17 unité astronomique. Le système d'anneaux entre Mars et Jupiter, qui est le système d'anneaux entre le système solaire interne et le système solaire externe. Et un troisième système d'anneaux, qui est la ceinture de Kuiper, qui est au-delà de Pluton et au-delà de Pluton. Donc on a vraiment un système hiérarchique comme ça, multiple. Mais ce n'est pas fini. On s'attend à avoir une orbitale à n égale 1. Et si on cherche où se trouve cette orbitale à n égale 1, on trouve qu'elle doit être à 0,04 unités astronomiques par masse solaire. Ça dépend de la masse de l'étoile. Donc ça, j'ai publié ça, 0,045 unités astronomiques par masse solaire, qui correspond à une vitesse autour de 145 km par seconde. Ça, c'était en 90. J'ai envoyé des articles à Nature, à Science, à Astronomy and Astrophysics, ils ont tous été refusés, mais j'ai tout de même publié ça dans ce livre, qui a priori n'était pas ce livre qui s'appelle Fractal Spacetime and Microphysics, donc qui était un livre plutôt sur la microphysique, mais justement, voyant que je n'arrivais pas à publier ce résultat dans les journaux, je me suis dit, je vais le mettre dans ces chapitres 7 de ce livre, où on voit effectivement qu'il y a la prédiction. Donc ce livre, il a été envoyé en 1992, donc 3 ans avant la découverte des exoplanètes, et on voit dans ce livre que, on va voir ça ici, voilà, un beau diagramme. Je ne sais pas si on le voit ici. Donc c'était bien prévu 3 ans avant la découverte des exoplanètes, et au moment où on a trouvé les exoplanètes, eh ben, elles étaient juste à cette valeur. Et donc j'ai pu... alors là, j'ai pu publier 1 ou 2 articles, mais après, à nouveau, c'était refusé. Mais il y a eu une période, là, en 95-96, où j'ai pu publier, mais après, au lieu que ça soit avant. On préfère pouvoir publier avant quand il y a vraiment une prédiction, quoi. Mais là, j'ai la preuve qu'il y a la prédiction à travers ce livre. Eh bien, donc, il se trouve que cette prédiction de cette séquence en 1 sur n, et surtout de cette vitesse fondamentale à 145 km par seconde, on est 30 ans plus tard, et ça tient toujours, parce que plein d'exoplanètes tombent sur cette valeur, et les paires de galaxies tombent sur cette valeur. Et maintenant, je suis en train de travailler sur des galaxies géantes et sur les satellites de galaxies géantes. Donc c'est le 2e catalogue que j'ai déjà construit, qu'on étudie maintenant, avec Pierre Chameron. Et donc, on a pu vraiment étudier l'équivalent des systèmes planétaires, mais à l'échelle des galaxies, qui sont 10 puissance 12, 1000 milliards de fois plus grandes au niveau de l'échelle. Et c'est là qu'il y a une des prédictions de la relativité d'échelle qui se manifeste d'une manière remarquable, c'est le fait qu'en mécanique quantique, il y a des quantifications, qui sont des pics de probabilité pour les valeurs de certaines grandeurs. Quantification de l'énergie, du moment angulaire, quantification de l'impulsion, etc. L'impulsion, par exemple, c'est la masse multipliée par la vitesse. Mais maintenant, si on a une mécanique quantique macroscopique gravitationnelle, ce qui est le cas de l'application de la théorie à la gravitation, tout change. Parce que la gravitation, et là, dans la théorie d'Einstein, mais d'une manière générale, se caractérise par ce qu'on appelle le principe d'équivalence. Et le principe d'équivalence, il nous dit que la masse, elle va en fait disparaître des équations, la masse inerte. Ça se voit dans le fait que si on prend un objet lourd, un objet, qu'on les lâche ensemble, ils atteindront la Terre ensemble. Pas de la plume, parce que là, un objet lourd de petite masse et de grande masse, mais compact. Si je fais ça avec de la plume ou une feuille, évidemment, le frottement de l'air fera qu'ils n'arriveront pas ensemble. Vous prenez 2 objets compacts, un de 100 grammes et un d'1 kilo, vous les lâchez au même moment et vous verrez qu'ils touchent la Terre exactement au même moment. L'accélération de la gravitation ne dépend absolument pas de la masse. Eh bien, à cause de cette propriété du principe d'équivalence, la masse va aussi disparaître de la quantification de l'énergie et de l'impulsion. Donc au lieu que ce soit le produit de la masse par la vitesse qui soit quantifié, comme pour les atomes, les molécules, la mécanique quantique, ce sera la vitesse elle-même, quelle que soit l'échelle de longueur. Vous voyez, c'est énorme ce truc-là. Où je prends l'énergie.
L'énergie cinétique, un demi de mv2, je divise par la masse, ce sera un demi de v2 qui sera quantifié, et pas l'énergie elle-même, la vitesse une nouvelle fois. Donc on prévoit, depuis 1990, je prévois que toutes les structures gravitationnelles au niveau des étoiles, au niveau des galaxies, les grandes échelles, etc., l'essence des structures doit être dans l'espace des vitesses. On doit avoir les mêmes structures dans l'espace des vitesses pour des planètes, pour des étoiles, pour des paires d'étoiles, des amas d'étoiles, des galaxies, des amas de galaxies, etc., quelle que soit l'échelle, et que du coup, les structures dans l'espace soient déduites de ces structures dans l'espace des vitesses qui, elles, sont universelles. Voilà ce que je raconte depuis 30 ans. Bon, le message n'est pas passé, mais les faits sont là. Et donc, effectivement, on voit le même pic de probabilité pour les planètes du système solaire, pour les exoplanètes, pour les paires d'étoiles, qui se retrouvent aussi avec un pic à 288 km par seconde, le double, parce que c'est toujours des séquences comme ça. Et pour les galaxies, pour les paires de galaxies, et pour maintenant les satellites de galaxies. C'est-à-dire que les satellites des galaxies géantes, ce sont des galaxies naines, hein, c'est Des ça, hein. galaxies naines, absolument, mais qui du coup, il y a un rapport de masse tel qu'on se retrouve dans la même situation qu'entre une étoile et ses planètes. Eh bien, merci, Laurent Notal. Merci.